L'échiquier international, soyez les bienvenus. Depuis le début des hostilités entre la résistance palestinienne et la soldatesque occupante, le mano à mano a aussi investi d'autres fronts comme celui de la communication et nourrit ainsi un narratif appuyé par le poids des images. La guerre moderne se gagne surtout par l'opinion publique, seul juge, surtout au sein d'un monde où les réseaux sociaux font office de fabrique des opinions. À ce trait et au vu de la mobilisation internationale, l'avantage net est du côté palestinien, selon les conclusions même de l'Institut sioniste de la sécurité. En effet, sur 4000 manifestations de par le monde, 95% des marches seraient pro-palestiniennes avec plus de 450 mobilisations. Rien qu'aux États-Unis, un record, la ville de Washington, New York, Chicago ou encore l'université d'Harvard ainsi que des associations juives américaines ne sont désormais avares de critiques à l'endroit de la politique occupante et son corollaire d'actions barbares. Redresser la tendance de l'opinion globale est désormais impossible. L'attaque de l'hôpital El-Shifa, la rarification instaurée pour l'eau, le gaz et autres aides humanitaires, les images d'enfants massacrés, bien sûr, ou encore le soi-disant narratif consistant à faire état d'un QG du Hamas dans les sous-sols de l'hôpital El-Shifa, narratif avéré superflu. Exemple qui ont définitivement décrédibilisé et remis en perspective une réalité. Le projet sioniste est un projet racialiste, expansionniste et responsable de crimes de guerre. Le reste n'est que littérature. On en parle du poids des images à travers la séquence qui a débuté. Nous est donné de questionner les relents et les relais de la guerre moderne, à savoir la guerre des images, le front de la communication. Les deux acteurs s'affrontent sur ce terrain et ça tombe bien puisque ce soir nous accueillons une journaliste mais aussi une consultante en communication, Amina Kalash. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Vous travaillez donc pour le premier média français indépendant, une télé qui s'intitule tout simplement Le Média. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. C'est parfait. Alors, communicante également, on va donc questionner avec vous le poids des images. Cette année marque le 50e anniversaire du départ des troupes américaines du Vietnam. Vous me direz quel est le rapport ? Eh bien, ce fut la plus grande défaite américaine malgré son matériel de pointe. Et lorsqu'on a posé la question au secrétaire d'État Henry Kissinger, le secrétaire d'État à l'époque, comment se fait-il que la guerre a été perdue par les Américains et où est-ce qu'elle a été perdue ? Il répondit au sein des rues américaines. Peut-on dire que le sionisme a perdu la guerre au vu de la mobilisation mondiale? Ça a été un peu le cas parce qu'on a vu un peu la propagande en termes d'image, donc visuelle, qu'a faite du coup Tsahal, son armée, ainsi que les Israéliens en général et Benjamin Netanyahou. On a vu que ça a été un échec. Bon, il y a quand même un endoctrinement, mais ça a été un échec parce que sur toutes les images qu'ils ont voulu diffuser donc à travers les réseaux sociaux, il y a eu TikTok, il y a eu Instagram où ils ont même fait appel au shadow ban et même à l'invisibilisation du coup de la cause palestinienne. On s'est rendu compte qu'il y a eu quand même énormément, comme vous l'avez très bien dit, plus de manifestations pro-palestiniennes et également sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a eu énormément de soutien à la cause palestinienne. On a aussi vu que dans les rues en Israël également, qu'il y avait eu beaucoup de désolidarisation de la part des Israéliens en Israël, mais même dans le monde entier, vis-à-vis de la politique que menait justement l'occupant. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, plus le temps passe, et plus les gens se réveillent, en fait, tout simplement. Et bon, les pays arabes et les pays musulmans ou même certains pays asiatiques musulmans ne sont pas concernés. C'est principalement, je dis ne sont pas concernés dans le sens où il n'y a pas de division, par exemple, au sein des médias chez eux, comme on peut l'avoir dans les pays occidentaux, comme nous, par exemple, en France, on voit que dans les médias mainstream, il y a eu une lutte justement, on va dire, plutôt pro-israélienne, mais qui, dans les faits,
s'arrête en fait aux hommes politiques parce que dans la réalité, les Français soutiennent justement la cause palestinienne. Moi, j'ai participé à toutes les manifestations pro-palestiniennes et même si ça fait mal à certains politiques et à certains médias, il y avait énormément de personnes qui étaient non racisées, donc des personnes blanches, des personnes françaises. Il y avait énormément aussi d'Israéliens ou de Juifs qui étaient présents et qui justement dénonçaient la propagande et qui dénonçaient tout simplement ce génocide. La majorité mondiale non occidentale s'est fortement, comme vous venez de l'expliquer, retournée contre l'entité sioniste. Pourtant, les médias occidentaux continuent de fabriquer et d'habiter une espèce de bulle complètement détachée de la réalité morale et stratégique. Des médias occidentaux qui s'interdisent d'imaginer que l'entité sioniste est tort. Comment expliquez-vous, vous qui êtes journaliste et communicante, ces espèces de digues mentales? Alors, en fait, nous, on s'en est rendu compte, nous, c'est-à-dire le peuple, les Français et même le monde entier, on s'est rendu compte que surtout, par exemple, dans les médias, moi j'ai parlé plutôt des médias français, il y a eu énormément de travail en fait sur le verbatim. Par exemple, quand on va parler d'un Israélien, ils vont dire otage. Quand ça va être un Palestinien, ils vont parler de prisonniers. Quand on va parler, par exemple, de Palestiniens, on va dire qu'ils ont été, on va dire qu'ils sont décédés. Donc c'est comme s'ils étaient morts tout seuls. Alors que quand on va parler des Israéliens, ils ont été assassinés, ils ont été tués. Et en fait, il y a eu, par exemple, une attaque israélienne, une explosion qui vient du Hamas. C'est comme aussi quand on va opposer, on va dire, la résistance palestinienne à, on va la qualifier d'une organisation terroriste, alors que ça reste une résistance palestinienne. Il y a un occupant et il y a un occupé. Et donc, ça n'a pas débuté le 7 octobre. Et malheureusement, et même j'ai envie de dire heureusement, les gens se rendent compte en fait que sur le travail de la sémantique qu'ont essayé de faire les politiques et aussi les médias, les gens se sont rendus compte. Il y a eu aussi une guerre des images. Ce qui a été regrettable, c'est que la communauté palestinienne et et toutes les personnes qui soutenaient justement la cause palestinienne, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une telle violence des images parce que on est obligé de justifier les atrocités qui sont commises sur le peuple palestinien pour pouvoir dire, regardez ce qui se passe. Alors qu'il y a eu, je prends l'exemple des bébés qui ont été, les 40 bébés supposés décapités par le Hamas. Jusqu'alors, il n'y a eu aucune preuve et il y a eu justement plusieurs médias qui ont dénoncé, beaucoup de médias anglais d'ailleurs, qui ont dénoncé justement ce jeu, qui ont dénoncé aussi les mensonges. Et du coup, on se retrouve euh, face à une opposition en fait des victimes israéliennes avec les victimes palestiniennes, alors que tout simplement, si dès le départ on a arrêté de dire, comme dans tous les médias occidentaux, que c'était seulement un conflit religieux, on oppose du coup les juifs avec les musulmans. Non, en fait, ça reste un conflit qui est colonial. Comme je l'ai dit, il y a un occupant qui bafoue le droit international et qui du coup opprime tout simplement en fait une population ici, la population palestinienne qui est dispersée et tout acte de résistance de cette communauté-là est jugé illégitime alors que c'est juste en réaction en fait c'est pas un conflit, à une guerre, à un génocide qui est présent depuis déjà plus de 75 années. Justement, une occupation qui date, comme vous venez de le résumer ici. Alors, si on pouvait, à gros traits, présenter le narratif occidental, à les entendre, ou à entendre ce récit, la résistance palestinienne n'existe pas. Les sionistes seraient les représentants des valeurs de la démocratie, donc le camp du bien, donc par conséquent incapables de tuer des enfants. Une majorité du monde n'étant pas d'accord avec eux serait la motivation seulement de quelques haineux, donc cet impératif catégorique qu'est l'antisémitisme. Le sionisme ne peut mettre en avant un plan génocidaire, finalement, que des arguments de fuite en avant, et c'est ce que vous expliquez à l'instant, quand on ne peut pas changer le réel, on le réécrit. Bah, complètement. Et puis, on l'a vu par exemple avec aussi la situation, on va dire, des femmes palestiniennes à Gaza.
on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 50 000 femmes gazaouis qui sont enceintes et qui attendent du coup d'accoucher, qui vont accoucher dans des hôpitaux qui ont été totalement, voire partiellement bombardés par l'armée israélienne. Donc ça veut dire que ces femmes n'ont ni accès aux soins, que ces femmes n'ont pas accès non plus à des médecins, à des sages-femmes, et à côté, on va venir dire du coup au monde entier que ces femmes-là sont des dommages collatéraux. Comment est-ce qu'on peut expliquer que sur plus de 15 000 morts, 15 000 morts, on va combattre le Hamas? Parce que ce qui est aussi dérangeant, par exemple, dans la formulation qui est faite dans certains médias ici en France, c'est qu'on on va parler d'une guerre Israël-Hamas. Sauf qu'en fait, on ne parle pas de guerre Israël-Hamas, on parle d'une guerre contre la Palestine. Parce que déjà, une guerre, il faudrait que les deux, supposer qu'il faudrait qu'il y ait deux armées plus ou moins égales. Donc on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Là, clairement, c'est vraiment un nettoyage ethnique, on peut le dire, parce qu'il y a quand même plus de 15 000, j'ai pas encore les chiffres exacts, de 15 000 morts palestiniens, dont la À peu moitié près. sont, ouais, voilà, merci, dont la moitié sont quand même des femmes. Et s'ajoute à cela des enfants. Il y a eu l'ONU qui a fait justement un rapport il y a 10 jours de ça, qui expliquait que 70% des victimes étaient des femmes et des enfants. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer du coup que l'armée israélienne est en train de lutter contre une organisation terroriste quand on sait qu'en fait la majorité sont des femmes, des enfants et des innocents. Donc, et les gens se rendent de plus en plus compte de cela quand ils se rendent compte aussi de la situation. J'ai parlé des femmes, mais il y a aussi les enfants qui sont déscolarisés. Il y a des enfants qui du coup ne connaîtront jamais leurs parents parce qu'ils sont morts, Et il y a en fait une situation critique que bon, c'est pas tous les médias qui s'en rendent compte, mais de plus en plus, les gens sont en train de se réveiller. On le voit, ne serait-ce qu'avec les manifestations dans le monde entier. Vous soulevez le cas des femmes palestiniennes, bien entendu, victimes de la guerre. On a pour habitude d'entendre ou d'observer les sorties des associations féministes quand il s'agit des femmes ukrainiennes, afghanes ou que sais-je, mais elles sont plus avares quand il s'agit, par exemple, du statut des femmes palestiniennes qui, elles, sont souvent emprisonnées arbitrairement. Comment expliquez-vous ce différentiel de traitement par rapport au statut des femmes palestiniennes comparé aux autres femmes victimes de par le monde? Justement, on a eu une bonne surprise. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on a eu une bonne surprise parce qu'il y a eu la journée internationale justement pour la lutte contre les violences qui ont été faites aux femmes. Et ce samedi-là, il y a eu une manifestation à Paris justement pour lutter contre ces violences-là. Et il y a eu dans le cortège, il y a eu des associations justement pour dénoncer ce qui se passait sur les femmes palestiniennes spécifiquement à Gaza. Et cette démarche, elle a été soutenue. Après, évidemment, si vous allez sur Internet, puisque je me suis justement amusée tout à l'heure à regarder ça, on se rend compte que même au sein des médias, en tout cas en France, le traitement médiatique, il s'est pas fait de la même façon. D'un côté, on a eu des médias qui étaient plutôt tendance gauche, qui ont salué justement le fait qu'il y ait eu un cortège pour dénoncer les violences qui ont été faites aux femmes par justement les bombardements et l'armée israélienne. Et d'un autre côté, on a eu plutôt un discours d'extrême droite ou d'ultra-droite qui disait qu'en fait, ce cortège-là n'avait strictement rien à faire et à voir avec cette journée internationale-là. Donc, on se rend juste compte qu'en fait, ce génocide, il a creusé encore plus en fait l'écart entre la population française et surtout que l'extrême gauche, l'ultra-droite ou encore la droite essaye encore une fois de déshumaniser les Palestiniens et d'invisibiliser la cause de la femme palestinienne. Mhm. Et c'est ce qu'on essaie de faire, justement de faire nous en tant que journalistes ou dans des médias justement comme le média ou Alternative. d'autres médias. Ouais, voilà. Justement, on reste encore un petit moment sur cette stratégie de réécriture du réel. Le journal sioniste Maariv, qui est le deuxième tirage après Haaretz,
commente les conditions de la guerre terrestre qui se déroule à la périphérie de Gaza en disant, je lis, les forces de résistance sont très loin d'être brisées malgré les liquidations et les assassinats. Le Hamas parvient dans la plupart des cas à maintenir une méthode de combat organisée basée principalement sur les combats dans les tunnels à la sortie des cachettes avec le lancement de missiles sur nos véhicules blindés. Difficile d'imaginer ce type de propos au sein des médias français. Non, c'est vrai qu'on n'entend pas, on entend beaucoup plus parler du fait qu'il y a des bombardements du côté de Gaza, de la Cisjordanie même maintenant, plutôt que de la résistance du Hamas, parce que en fait ici le Hamas est considéré du coup au même niveau. En fait, il est mis exactement au même niveau que Daesh, par exemple, ou qu'Al-Qaïda. Donc, alors que le Hamas, clairement, comment ça s'appelle? C'est un mouvement qui se dit clairement pour la lutte et la libération de la Palestine. Donc souvent, il y a certains médias on a beaucoup vu de caricatures où on voyait des propos qui disaient aux victimes palestiniennes, est-ce que vous désolidariser du Hamas? Donc moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, si vous souhaitez vous désolidariser du Hamas, vous devez également vous oh pardon, j'ai eu un petit bug, désolidariser Voilà, ça du arrive. Tsahal qui également bombarde des civils palestiniens. Et pour autant, est-ce que cette armée est qualifiée de terroriste dans les médias mainstream ou les mass médias? Non. Donc, si on veut justement jouer ce jeu-là, autant faire les choses de façon équitable. Et je pense que si après plus de 50 jours, l'armée israélienne n'a pas réussi à s'emparer de Gaza, c'est qu'il y a une résistance qui lutte et qui est bien présente. Justement, une lutte qui est bien présente, qui a pris à défaut plusieurs observateurs et analystes français, même sionistes, puisqu'au début de la guerre, le ministre de la Défense sioniste Yoav Gallant a dit qu'il n'y avait pas de place pour le Hamas à Gaza. Olivier Rafovitz, je crois c'est son nom, qui est porte-parole de l'armée d'occupation au sein des médias français, a dit aussi qu'il n'y aura jamais d'accord avec le Hamas. C'était au début de cette séquence de guerre, en tout cas d'agression ou de bombardement sauvage. Pourtant, on a vu, avec l'échange de prisonniers, que le Hamas réussit à s'imposer politiquement. Oui, parce qu'ils ont aussi le soutien de plusieurs pays, dont le Qatar, l'Iran. Il y a eu, l'Algérie. Il y a eu plusieurs pays qui justement, qui soutiennent et qui ont du poids. Et ça a été surpris d'ailleurs beaucoup même de médias occidentaux, c'est de voir comment l'autorité palestinienne et le Hamas ont réussi à négocier et justement à prolonger la trêve. Dès le départ, ils n'ont pas rendu en tout cas tous les otages, et ils ont réussi aussi à négocier le retour de leurs otages, de leurs prisonniers, même d'enfants. D'ailleurs, le monde occidental vient de découvrir que l'armée israélienne détenait des mineurs, parfois des enfants qui ont 13-15 ans et qui sont emprisonnés depuis plusieurs années. Ça Des montre aussi la décennies parfois. méconnaissance. Ouais, voilà. Et ça montre du coup la méconnaissance, mais aussi la propagande qui a été faite. Parce que si, à l'inverse, ça aurait été les autorités palestiniennes qui auraient fait ça, je peux vous assurer que ça aurait été un tollé international. Parlé, on aurait parlé de ça comme peut-être des terroristes qui ont emprisonné des enfants, alors que, à l'inverse, Israël l'a fait et pour autant, ils n'ont pas été qualifiés en ces termes. Mais justement, avec ces otages, le monde et la scène internationale s'est rendu compte que l'organisation avait un poids. D'accord. Il y a aussi, on questionne avec vous, si vous le voulez bien, le mythe de l'armée sioniste, une armée capable, on le disait, de mener une guerre sur plusieurs fronts avec des opérations éclairs parfois, selon les dires des officiels sionistes eux-mêmes. On a vu que les faits étaient tout autres, donc on a conclu qu'il y a une crise sécuritaire profonde qui traverse cet État sioniste. J'en viens à ma question. Y a-t-il, selon vous, un avant et un après 7 octobre pour l'occupant? Oui, parce que déjà, on se rend compte qu'il y a plusieurs Israéliens sur
le territoire de l'occupant, donc Israël, qui ont manifesté justement pour dire que ce que faisait l'armée israélienne était abominable. Ils ont également ils se sont désolidarisés. Il y a eu même un moment, le premier ministre israélien qui avait fustigé son armée devant. C'était vraiment dans les tout débuts où il s'était complètement désolidarisé de l'armée israélienne. Et ça a été une grande erreur de sa part parce qu'il a montré au monde qu'en fait, qu'il soutenait pas non plus son armée quand elle se trompait. Sauf qu'elle s'est trompée aussi par rapport à sa comment ça s'appelle, à sa politique catastrophique. Et ça, les Israéliens s'en rendent de plus en plus compte. Donc moi, je préfère différencier justement les Israéliens des sionistes. Mhm. Et à ce moment-là, même le monde aussi entier s'est rendu compte quand on fait passer Israël comme une armée, on va dire Morale. imbattable, Mhm. oui, et aussi morale, ils auraient normalement, si vraiment si c'était le cas, enfin, j'ai envie de dire qu'ils n'auraient pas tenu, tenu, c'est un grand mot, 50 jours comme ça, alors qu'ils ont quand même du mal parce que déjà, ils sont pas extrêmement nombreux. Ils ont quand même fait aussi appel aux binationaux, mais les binationaux, donc c'est des réservistes. Ils sont pas toujours préparés. Et puis même là, on se rend compte que c'est aussi une guerre de l'horreur. Donc ça reste des humains. Et comment est-ce que ils peuvent supporter aussi toutes ces horreurs? Il y a aussi le récit visant à déshumaniser les Palestiniens, récits qui ont suscité moult commentaires en les traitant par exemple d'animaux, ou encore on a un ministre du patrimoine qui appelait à l'utilisation de l'arme nucléaire sur Gaza. Pensez-vous que le soutien ou les soutiens occidentaux comme celui de Washington risquent de s'éroder d'ici les prochains jours par exemple? Euh, Moi, j'ai l'espoir et je préfère être positive. Et je me dis qu'au contraire, en fait, les soutiens se multiplient. Et il y a eu énormément de soutien, même encore aujourd'hui, où on se rend compte qu'il y a plusieurs en fait pays occidentaux qui exigent même que les ambassadeurs israéliens retournent dans leur pays. Donc après, si j'ai envie de dire, si les États-Unis, en tout cas les politiques américains décident de se réveiller, il y aura forcément une solution. Je sais plus qui a dit ça, donc je vais juste paraphraser ses propos, mais c'était un journaliste et un politologue pardon, qui expliquait que justement, si les États-Unis décidaient justement d'apporter leur soutien à la cause palestinienne et que du coup de tout simplement en fait avoir une once d'humanité, en fait la situation se réglerait et du coup chacun aurait son territoire et ça serait fini. Donc Allez-y, pardon. oui. Pardon, allez-y. Oui, donc pour moi, je pense qu'il y aura davantage en fait de soutien. De toute façon, on l'a vu ne serait-ce qu'à Londres. À Londres, au départ, la politique plutôt anglaise, elle était plutôt pro-israélienne et elle s'est petit à petit aussi modifiée parce qu'il y a eu énormément de manifestations avec des millions justement 2 millions, d'Anglais qui 2 millions dans toute l'Angleterre, 400 000 rien qu'à Londres, c'est un record. ouais, et ça, pour un pays qui de base soutient la politique israélienne, c'est un comble. Donc je pense que même les gens ont aussi un pouvoir quand ils vont manifester ou même quand ils font appel par exemple au boycott ou quand ils publient sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a un impact dans la durée. Dernière question, Amina Kalash, diriez-vous que l'entité sioniste a perdu? En tout cas, dans le cœur de beaucoup de personnes et dans l'esprit même de beaucoup de personnes, oui, elle a perdu. Pour moi, je ne suis même pas sûre que elle puisse totalement se relever de ça parce que ça a aussi créé la division entre eux. Il y a eu une grande désolidarisation. Comment ça s'appelle, ça a créé un fossé dans la population aussi israélienne. Et à mon avis, c'est quelque chose, ils auront beaucoup de mal. D'ailleurs, même le Premier ministre, je suis pas sûre qu'il restera Premier ministre après tout ça. Hein.
Merci Amina Kalash merci pour vos explications et d'avoir enrichi le débat et d'avoir été des nôtres. J'espère à très vite. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Et quant à moi, je vous retrouve samedi, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.